Bonjour, bienvenue sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens en partenariat avec le journal La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Jérôme Chartier, député du Val d'Oise, qui soutient François Fillon dans la course à la présidence à l'UMP. Pour vous interroger cette semaine, Jérôme Chartier, Laurent de Boissieu pour le journal La Croix, bonjour. Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. Nous sommes aujourd'hui à 3 jours de l'élection à la présidence de l'UMP. Et cette semaine, on a tous constaté que la campagne s'était brusquement tendue. Jean-François Copé a parlé de la tiédeur d'une opposition en pantoufles qui attendrait tranquillement l'élection présidentielle de 2017. Et François Fillon a répondu qu'il n'avait pas de leçon de fermeté à recevoir d'un pseudo-gladiateur qui fait du buzz avec des viennoiseries. Bon, voilà, les choses étant dites, dans quel état, Jérôme Chartier, l'UMP va-t-elle sortir de cette élection à sa présidence? Elle saura être rassemblée, l'UMP. Ça fait partie des petites phrases de la dernière semaine de campagne. On y est tous habitués, on sait comment se déroule une campagne, on sait qu'à la fin, une campagne traditionnellement se tend, même lorsqu'elle se déroule au sein d'une même famille politique. En l'occurrence, c'est ce qui se produit. Et donc, il y aura le vote le 18, dans quelques jours maintenant. Et le 19, on saura tous être rassemblés. Le premier qui le fera, c'est François Fillon. Il l'a annoncé d'ailleurs. Il a dit qu'il tendrait immédiatement la main à Jean-François Copé, à tous les proches de Jean-François, à toutes celles et tous ceux qui ont soutenu Jean-François Copé dans cette campagne, de telle sorte que l'UMP puisse apparaître comme une grande famille rassemblée. Laurent de Boissieu, le quotidien La Croix. On a bien vu la différence de style entre les deux hommes, Jean-François Copé et François Fillon. Ce n'est pas apparemment de François Fillon de parler de racisme anti-blanc ou de pain au chocolat. Mais sur le fond, est-ce qu'il y a des propositions différentes entre les deux hommes? Est-ce qu'il y a des différences concrètes de fond, au-delà du style? Non, il y a deux différences majeures. Il y a d'abord une différence de style, c'est vrai, mais il y a aussi une différence de stratégie. Celle de François consiste en un rassemblement national au sein de l'UMP pour, deux, mettre en œuvre un projet de redressement national très largement concerté au sein de l'UMP. Voilà la vraie différence. La campagne de Jean-François Copé, cela a été en permanence de chercher à cliver l'UMP et chercher en quelque sorte une forme de droitisation. François Fillon a une formule pour ça. Il dit c'est à droite, à droite, à droite. Ça a été le choix de Jean-François Copé. Celui de François Fillon, ça a été de s'adresser à la fois aux électeurs de la droite, aux électeurs de la droite, aux électeurs du centre de la droite et aux électeurs qui sont à la gauche de la droite. Mais est-ce que ce n'est pas ne pas faire de choix que de se dire je parle aussi bien aux électeurs de François Bayrou que de ceux de Marine Le Pen? Est-ce qu'il ne faut pas une direction, choisir, trancher Question entre les deux? De Laurent de Boissieu pour La Croix. L'objectif, c'est surtout de rassembler, parce qu'une élection, ça se gagne à 51%. Une élection présidentielle? Oui, mais toute élection, pas seulement la présidentielle. Les élections municipales, ça se gagne à 51%. Dès lors que vous commencez à cliver, effectivement, vous rassemblez, vous créez un bloc très dur, très solide, mais à 25%. Or, l'objectif de l'UMP, c'est pas de faire 25% à chaque élection. L'objectif de l'UMP, c'est de faire 51%. L'objectif de l'UMP, c'est de gouverner dans les villes, dans les départements, dans les régions et en France. Et puis d'apporter à l'Europe la plus grande contribution en termes de nombre de représentants, de telle sorte que l'on puisse vraiment influer sur la politique européenne, qui soit une politique davantage protectrice pour la France. Question de Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Cette stratégie du vaste rassemblement n'a pas franchement payé, puisque vous avez perdu tous les rouages institutionnels depuis quelques années. C'est vrai. Que ce soit le Sénat, l'Assemblée, la présidence de la République, tout a été perdu là. C'est vrai, c'est vrai. Ça n'a pas toujours payé, mais ça n'a pas payé aussi pour d'autres raisons que je qualifierais de circonstancielles. Notamment en 2008, il y a d'autres raisons qui ont fait que ça n'a pas payé. On était au cœur d'une très grave crise financière et les Français, comme ils le font d'habitude, répondent à une question par une autre réponse. Là, en l'occurrence, ils ont répondu aux élections municipales par leur mécontentement de la situation nationale et de la situation internationale, par l'augmentation très importante du chômage. Nous étions en 2008. En l'occurrence, en 2012, ils ont fait la même chose. Ils ont répondu à l'élection présidentielle par leur désapprobation de la situation économique et de la situation du chômage. Pas un seul gouvernement de toutes les démocraties occidentales ne s'est relevé de l'après-crise de 2008. Pas un seul. Donc,
Si la question est vous avez tout perdu, est-ce la faute de l'UMP? Je vous réponds non, ce n'est pas la faute de l'UMP. Les circonstances ont fait que toutes les élections ont été perdues parce que nous étions en responsabilité. Mais je voudrais dire que si... de duplicité à vouloir se concilier à la fois des électeurs qui se trouvent, comme vous avez dit, à la gauche de la droite, il faudrait les identifier, puis à la droite de la droite, est-ce qu'ils sont conciliables dans un même camp? Ils sont conciliables si on parle de projet de redressement national, si on parle d'ambition pour la France, si on parle de méritocratie, si on parle de fierté d'être français. Oui, ils sont conciliables. Question de Romain Mazneau pour RCF. Plus précisément sur le Front National, après le premier tour de la présidentielle, un sondage avait montré que 2 tiers des sympathisants UMP étaient favorables à une alliance avec le FN. Qu'est-ce que vous dites à ces sympathisants? Et deuxième question, sans parler d'alliance, vous, qu'est-ce que vous feriez au deuxième tour d'une élection entre le PS et le FN? Je dis que ces électeurs étaient 2 tiers au mois de juillet dernier, et ils sont plus que 50% aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à mesure que l'on affiche un projet, une détermination, et bien, comme par enchantement, les électeurs qui souhaitent un accord avec le Front National disparaissent. Et au deuxième tour d'une élection entre le PS et le FN? Moi, je n'ai pas envie de répondre à cette question. J'ai une raison à cela. Dire que je dois choisir, ça veut dire que j'ai perdu. Jamais, jamais, dans aucune élection, je commence par imaginer ma défaite. Jamais, dans aucune élection, je commence à imaginer la défaite de ma formation politique. C'est le nini de Jean-François Copé. Mais c'est pas le nini. Non, c'est pas la question du nini de Jean-François Copé. Laissez-moi simplement vous dire que moi, je n'ai pas envie de commencer à répondre à une question qui envisage la défaite de ma formation politique et ma propre défaite. Je suis là pour faire de la politique. Moi, je porte des idées. Laurent Boissieu brûle de vous poser une question. Non, mais c'est la suite. Cette question, j'entends bien ce que vous dites. Simplement, il se trouve que c'est un des points qui a fait clivage très concrètement entre Jean-François Copé et François Fillon. François Copé, nini au second tour, François Fillon, PS, enfin voter contre le FN, donc voter PS. Mais parce que je comprends très bien que les médias cherchent en permanence à connaître la position. Mais moi, je ne peux pas accepter de répondre à une question qui signifie ma défaite. Oui, sauf que vous souvenez François Fillon. En revanche, François Fillon n'a pas compris quelle était sa position. Jean-François Copé l'a su très clair. Oui, mais il y a tout de même un petit problème. Non, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté dans la mesure où François Fillon est extrêmement clair sur le refus de toute alliance avec le Front National. Je m'explique. Le Front National a un objectif, c'est de faire disparaître la droite. Son objectif, il est très clair, c'est de devenir un parti de gouvernement, pas avec la droite, mais à la place de la droite. Ce qui fait que toute forme d'alliance avec le Front National est simplement impossible parce que cela condamnerait la droite, cela condamnerait l'UMP, ça condamnerait l'avenir de l'UMP. Moi, je ne peux, moi, je ne peux jamais l'accepter. Et pour répondre à cette question, je vous le redis, moi, je ne veux pas entrer dans le débat qui consiste à dire que l'UMP n'est pas au deuxième tour d'une élection législative, d'une élection municipale, d'une élection cantonale. Parce que ça veut dire que l'UMP a perdu. Moi, je ne vous réponds jamais à la question « Que ferez-vous après votre défaite ?» Parce que les militants, les adhérents qui vont voter ne savent pas d'un côté ce qui va être décidé, alors qu'ils savent très bien du côté de Jean-François Copé. À plusieurs reprises, lors du débat qui a confronté Jean-François Copé à François Fillon, cette question a été posée. François Fillon y a répondu. On a observé quoi? On a observé finalement qu'il y avait une sorte de convergence des positions. Mais pourquoi est-ce que tout le monde a pu avoir l'impression qu'il n'y avait pas de réponse à cette question? Mais pour la raison que je formule. C'est épouvantable d'envisager la défaite. Je sais bien que c'est une omnubilation des journalistes, mais comprenez aussi que moi, je n'ai pas envie d'envisager la défaite de l'UMP. Que cette question-là, je ne souhaite pas y répondre par question d'hésitation ou de tergiversation, je vous le dis. Je suis opposé à toute forme d'alliance avec le Front National parce que l'objectif du Front National, c'est de faire disparaître la droite et de faire disparaître l'UMP. Vous voyez, on ne peut pas être plus clair. En revanche, répondre à cette question, ça signifie constater, accepter l'échec de l'UMP. Je ne veux ni constater un jour l'échec de l'UMP, ni l'accepter d'une quelconque façon. Lorsque je la constate, et on l'a constaté aux dernières élections, eh bien je n'en suis pas ravi. Et à ce moment-là, oui, c'est vrai, puisque échec il y a eu, je commente. Mais je commente toujours après. Question de Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Il y a une différence pour vous entre appeler à voter PS pour battre le FN et puis ne rien dire, s'abstenir? Oui, il y a une différence de comportement, évidemment. Mais en même temps, moi je n'ai jamais ni voté pour le Parti Socialiste, ni voté pour le Front National.
Moi, j'ai toujours voté pour la droite, j'ai toujours voté pour ma famille de droite. En 2002, Jérôme Chartier, au deuxième tour de l'élection présidentielle, tout le monde s'en souvient, le Parti socialiste appelle ses électeurs à voter pour Jacques Chirac. Oui, c'est vrai, mais la question s'est posée après le premier tour de l'élection présidentielle, et je dois dire que Lionel Jospin ne l'avait pas envisagé auparavant, me semble-t-il. D'ailleurs, il n'avait même pas imaginé qu'il n'était pas au deuxième tour. Il n'y avait même pas eu de débat. Et voilà, parce qu'il parlait en permanence des alliances de deuxième tour et du grand rassemblement de la gauche et du centre-gauche pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Résultat, il n'a pas été au deuxième tour de l'élection présidentielle. Bon. Il a commenté à l'issue. Il a fait exactement ce que je suis en train de faire. Parce que moi, je n'ai pas envie d'envisager une élection à laquelle l'UMP ne serait pas au deuxième tour. Question de Romain Masneau, RCF. Oui. François Fillon avait annoncé au début de la campagne pour la présidence de l'UMP que c'était une primaire avant l'heure pour 2017. Alors, est-ce que ça veut dire que celui qui sera battu sera définitivement disqualifié pour la présidentielle ? D'abord, ce n'est pas une primaire avant l'heure. C'est une élection à la présidence de l'UMP pour deux choses. Un, la mobilisation autour d'un projet de redressement national tel que le propose François Fillon. Et deuxième chose, la remobilisation, le rassemblement, la remotivation de l'ensemble des équipes de l'UMP qui sont très en attente de cela. Moi, je l'observe en accompagnant François Fillon dans ses déplacements. Je suis très frappé par la fréquentation des salles. Elle est très élevée. Nous étions la semaine dernière à la Châtre dans l'Indre. Plus de 600 personnes à 17h30. C'est pas si simple. Juste après, à Montluçon, un dîner, plus de 1200 personnes. C'est considérable. Et à chaque fois, chaque soir, c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire qu'il y a une attente des adhérents et des militants de l'UMP, d'avoir un mouvement très mobilisé, très engagé, un mouvement au sein duquel on débat. Il faudra une primaire pour la présidentielle pour Il y aura une primaire pour la présidentielle, François Fillon l'a annoncé. Il a annoncé une primaire très large, une primaire de telle sorte que chaque personne qui pense pouvoir devenir chef de l'État puisse se présenter, expliquer les raisons qui font que cette personne se présente, et puis créer un large débat au sein de la droite et du centre, et bien sûr un débat qui se termine par une élection, par une désignation. Question de Laurent de Boissieu, Lacroix. Est-ce que vous croyez à un retour de Nicolas Sarkozy dans la vie politique active ? Et si oui, est-ce qu'il doit participer également à la primaire s'il souhaite être candidat en 2017 ? Je profite de la question de Laurent de Boissieu de Lacroix pour regarder cette infographie. C'est un sondage qui a été publié dimanche dernier dans le JDD, que vous avez sans doute vu. Et alors, c'est assez frappant. 64% des sympathisants de l'UMP souhaitent que Nicolas Sarkozy revienne en politique. Je veux dire que c'est un message assez affligeant pour les deux candidats en lice pour la présidence de l'UMP. Non, ce n'est pas un message affligeant que Nicolas Sarkozy ait marqué la vie politique française. Clairement, les sympathisants de l'UMP pensent toujours à Nicolas Sarkozy et aucun des deux candidats en lice aujourd'hui pour la présidence de l'UMP ne leur convient. Que Nicolas Sarkozy ait marqué la vie politique française, la réponse est oui, évidemment qu'il marque aujourd'hui la vie politique française à droite. C'est évidemment oui. Tout ce qu'il a accompli, toutes les réformes qu'il a lancées, qu'il a réalisées avec François Fillon pendant 5 ans, elles sont inoubliables. Tout le patrimoine qu'il a laissé à la famille de droite est inoubliable. Et chacun a envie que Nicolas Sarkozy continue à exercer un rôle dans la vie politique française. Personne ne souhaite qu'il soit sur la touche, qu'il soit au bord du chemin. Personne. Moi, je suis... Un rôle ou le premier rôle ? À cette question-là, d'abord, personne ne peut répondre. Personne ne peut répondre aujourd'hui. On a tourné autour du pot. J'ai bien vu les tentatives des uns des autres pour se montrer plus sarkozystes que moi tu meurs. Mais sérieusement, qui peut répondre à cette question sauf Nicolas Sarkozy lui-même? Et lorsque la question se posera, elle se posera quand? Elle se posera entre 2015 et 2016. Allez, en toute franchise, c'est comme ça que les élections s'organisent depuis la Ve République. Là aussi, on le sait, on a l'expérience maintenant, et on sait très bien que faire des plans sur la comète à 5 ans d'une échéance, généralement, ne sert personne. C'est la raison pour laquelle il faut surtout s'en garder. Et en revanche, s'agissant de Nicolas Sarkozy, de rappeler ce qu'il fut, de rappeler ce qu'il est, et de souhaiter qu'il continue à exister, à exercer une influence sur la vie politique française. Et je le souhaite, et François Fillon le souhaite, il s'en est exprimé très largement. Laurent de Boissieu, on peut également rappeler ce qu'il disait, et en l'occurrence, Nicolas Sarkozy a été le premier à parler de droite décomplexée. Aujourd'hui, Jean-François Copé reprend ce thème-là. Il parlait sans tabou. Est-ce vous ne pensez pas que le personnage Jean-François Copé est plus dans la lignée Nicolas Sarkozy que François Fillon ?
Non, mais moi, je ne voudrais pas parler des engagements pour Nicolas Sarkozy de fraîche date. Soyons sérieux. Un engagement, ça ne se décrète pas à quelques mois d'une échéance, quelle qu'elle soit. Un engagement, ça se juge sur le long terme. Moi, ce que j'observe, c'est que pendant 5 ans, le premier à vouloir aider Nicolas Sarkozy, ce fut François Fillon. Le premier à avoir été en permanence et fidèle et loyal, indubitablement, c'est François Fillon. Chacun le reconnaît aujourd'hui. Et d'ailleurs, personne ne l'exprime tellement c'est l'évidence. Alors après, qu'il faille utiliser des mots qui étaient ceux de Nicolas Sarkozy, des expressions qui étaient celles de Nicolas Sarkozy, ou marquer toute forme de fidélité de telle sorte d'attraper ou d'attirer les bonnes grâces des plus fervents sarkozystes, c'est de la stratégie politique. Moi, je parle d'adhésion, je parle de projet, je parle de philosophie, je parle aussi de passé. Regardez simplement comment s'est conduit François Fillon. Nicolas Sarkozy. Mais surtout, François Fillon, pendant 5 ans, a été le Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Pendant 5 ans, a conduit l'ensemble des réformes. Pendant 5 ans, assume l'ensemble du bilan qui fut celui de Nicolas Sarkozy parce qu'il a été la première personne à veiller à sa mise en œuvre comme Premier ministre de la France. Jérôme Chartier, dans une interview publiée par Le Figaro lundi, Patrick Buisson, qui est un peu, on va dire, qui était la tête pensante de Nicolas Sarkozy pendant la dernière campagne présidentielle, il affirme que la demande sociale et la question identitaire aujourd'hui forment la même problématique, et il ajoute qu'il y a une vraie homogénéité entre l'électorat du Front National et l'électorat de l'UMP. Alors c'est important parce que si on fait un petit pronostic, si on peut faire un pronostic pour dimanche prochain, au fond, la question qu'il faut se poser, c'est où penchent les sympathisants de l'UMP, et est-ce qu'ils sont aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, proches du Front National? Et donc, dans ce cas-là, est-ce qu'ils vont aller élire Jean-François Copé, ou est-ce qu'ils sont assez divers et ils voteront François Fillon? D'abord, la question à laquelle répond Patrick Buisson est une question qui pourrait se poser d'une façon générale, tout le champ politique. Est-ce que la question sociale et la question d'identité sont des questions cruciales pour un électeur du Parti socialiste, pour un électeur du Parti communiste, pour un électeur du Front National, et un électeur de l'UMP et un électeur du centre? La réponse est oui. Aujourd'hui, c'est 2 questions qui sont centrales dans la vie politique française, et il est normal que chacun ait envie d'y répondre. Maintenant, est-ce que, parce que ces questions sont centrales, il y a une fusion des points de vue d'un électeur de l'UMP et d'un électeur du Front National? Moi, je crois surtout qu'il y a d'abord un électeur de l'UMP et accessoirement un électeur du Front National. Je m'explique. Je pense que lorsque quelqu'un choisit le Front National, c'est parce qu'il n'a pas vu à l'UMP les réponses qu'il attendait. C'est pas les électeurs du Front National, ce ne sont pas des extrémistes. Enfin, il y a des extrémistes, évidemment, mais pour l'essentiel, ce ne sont pas des extrémistes. Ce sont des Françaises, des Français qui sont en attente de réponse, et qui sont en attente de réponse de la part des partis de gouvernement, et en l'occurrence de la part de l'UMP. C'est à l'UMP de veiller à répondre à ces questions, comme c'est à l'UMP de veiller à répondre aux questions que se posent des électeurs de gauche et de centre-gauche. Tous ces électeurs, gauche, enfin plus exactement centre-gauche, centre-droit. Jean-François Copé en parlant de racisme anti-blanc, son histoire de pain au chocolat, etc. Oui, mais dans tout cela, d'ailleurs François Fillon s'est exprimé sur ces questions-là, il y a, s'agissant des formes de racisme, il y a toutes les formes de racisme qui doivent être combattues. Mais il y a aussi le choix des mots qu'on utilise pour pouvoir parler de toutes les formes de racisme. Et le choix des mots est aussi important que le sujet dont on parle, que l'on désigne avec ces mots. Pour François Fillon, il cherche toujours à avoir davantage de retenue sur les mots qu'il utilise, de telle sorte que cela puisse s'adresser à plus de Français. L'objectif de François Fillon a toujours été de rassembler. Ça a été de chercher à refuser toute forme de stigmatisation et au contraire d'aller s'adresser à la fois à l'électeur du centre droit comme à l'électeur de la droite de la droite. Laurent de Boissieu-Lacroix. Rassembler, c'était aussi l'objectif de l'UMP en 2002, lorsque l'UMP a été créé, rassembler tous les partis de centre droit et de droite. Aujourd'hui, Jean-Louis Borloo a lancé un nouveau parti, l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants. Il était à l'UMP, il a quitté l'UMP. Est-ce que finalement ce n'est pas l'échec de l'UMP? Est-ce que la droite ne doit pas retrouver une configuration à 2 partis, UMP-UDI, comme autrefois, RPR, UDF? Je voudrais rappeler qu'au moment de la création de l'UMP, nous sommes en 2002, il y a quelqu'un qui crée la nouvelle UDF et il s'appelle François Bayrou. Ce qui signifie qu'il y a toujours eu
à côté de l'UMP, un parti du centre qui ne s'est pas forcément retrouvé à l'UMP, ou plutôt... Avec un rapport de force très déséquilibré. Contrairement autrefois UDF-RPR, le rapport de force était relativement équilibré. UMP et UDF maintenu, nouveau centre aujourd'hui, si on veut, ça n'a pas... Le rapport de force était déséquilibré. Borloo veut refaire une droite équilibrée avec deux partis et de forces équivalentes. Est-ce que ce n'est pas un échec de l'UMP? Est-ce que vous craignez que l'UDI de Borloo prenne finalement la moitié de la droite et laissant l'autre moitié à l'UMP? Pour l'instant, on ne peut pas parler d'échec de l'UMP, puisque manifestement, le rapport de force entre l'UMP aujourd'hui et l'UDI est manifestement très déséquilibré. Mais en revanche, ce que je pense, c'est qu'en fonction du résultat de dimanche, il peut y avoir une réussite dans le prosélytisme de l'UDI que j'observe aujourd'hui, et il peut aussi y avoir un prosélytisme qui se transforme en partenariat. Autrement dit, je pense que si Jean-François Copé devient président de l'UMP, il y a un vrai risque que le prosélytisme de l'UDI fonctionne et que certains membres de l'UMP aujourd'hui, actifs, ne retrouvant pas cette logique de rassemblement de l'UMP, puissent faire d'autres choix. Et très brièvement, qu'est-ce qu'il faut penser de l'initiative de Nathalie Kosciusko-Morizet qui lance un nouveau parti? Ce n'est pas un courant, hein, si j'ai bien compris, c'est un vrai parti qui s'appelle la France droite. Moi, j'ai vu plusieurs initiatives. J'ai vu l'initiative de Nadine Morano il y a quelques semaines. Je vois l'initiative de Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est assez habituel, lorsque nous sommes dans l'opposition, que les initiatives fleurissent autour de personnalités qui pensent être en mesure de rassembler un large courant d'opinion. Nous voyons toujours, avec le temps, ce que ces initiatives deviennent. Ça veut dire qu'il y a une tradition à droite, et en cela nous sommes très différents de la gauche, qui est une tradition de rassemblement. La gauche, c'est le congrès d'Ibinez, c'est 1971, c'est l'éclatement du Conseil national avec toutes les sensibilités. La droite, c'est toujours le rassemblement pour désigner celui ou celle qui porte les aspirations d'une famille. Un drôle de rassemblement, là. Pourquoi? C'est plutôt une explosion qu'un rassemblement. Mais je ne partage pas ce point de vue. Qu'il y ait de la richesse... C'est juste un constat, hein. Non, qu'il y ait de la richesse d'idées, c'est une chose, mais en revanche, que chacun observe que le rassemblement tient et qu'il est solide. Regardez l'UMP aujourd'hui. L'UMP, c'est la première famille politique de France. On a fait le compte exactement. 325 777 adhérents. 325 577 adhérents. C'est considérable. On estime au Parti socialiste qu'il y en a environ le tiers. Voilà ce que c'est que l'UMP. On ne peut pas dire que la famille de droite est éclatée lorsqu'on a une force politique pareille avec un parti qui est aussi présent et qui va surtout toujours rester dans cette logique de rassemblement, si François Fillon est élu dimanche président de l'UMP. Je la souhaite bien sûr la plus élevée possible. Il y a un enjeu. 60%, je crois. Il y a un vrai enjeu. Le vrai enjeu, c'est le Parti socialiste qui désigne Harlem Désir à 3 personnes. Moi, je souhaite que l'UMP désigne son président à 300 000 personnes. Et un pronostic ? Enfin, je ne vous le demande pas. Non, parce que je n'ai pas de pronostic à donner. Fin de cette première partie, on se retrouve dans quelques instants. Retour sur le plateau de KTO pour ce Face aux chrétiens. Notre invité cette semaine, Jérôme Chartier, député UMP, soutien de François Fillon. Pour vous interroger, Jérôme Chartier, Laurent de Boissieu, Lacroix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour RCF. Vous avez, j'imagine, regardé la conférence de presse de François Hollande. Comment l'avez-vous trouvé ? D'abord, je ne vais pas regarder la conférence de presse de François Hollande, mais je l'ai écoutée, puisqu'au même moment, j'étais en déplacement dans l'Eure-et-Loire avec François Fillon. J'ai vu les réactions sur cette conférence de presse. Je les ai trouvées vraiment dithyrambiques par rapport à ce que j'ai entendu. Je n'ai pas entendu un grand président, j'ai encore entendu un président qui se cherche. C'est la vraie difficulté de François Hollande depuis 6 mois, reconnaissons-le. C'est un président qui peine à rentrer dans ses responsabilités. Il y a quelques jours encore, il déclarait que la responsabilité était très très dure. C'est bien qu'il s'en rende compte. S'il avait pu s'en rendre compte avant, ça lui aurait évité de présenter le projet qu'il a proposé, qui était un projet totalement fantasmatique et sur lequel il cherche à revenir par tous les moyens. Le meilleur exemple, c'est la mise en œuvre de l'augmentation de la TVA au 1er janvier 2014. Question de Romain Masneau pour RCF. Avec un président socialiste qui parle pour la première fois de compétitivité, comment vous qualifiez ce moment de la conférence de presse ? Est-ce que c'est un tournant ? Est-ce que c'est un reniement ? Est-ce que c'est une clarification nécessaire sur la rigueur, la compétitivité ? Je crois que surtout l'œuvre de Louis Gallois a réussi. Ça, c'est une bonne chose. Louis Gallois est un grand
président, un grand capitaine d'industrie, je dirais même un général d'industrie. Ça a été un très grand président de l'ADS. Et le rapport qu'il a rendu a permis de mettre les points sur les i sur ce que devait faire cette nouvelle majorité socialiste verte. Elle devait se convertir aux principes de l'économie, qui sont des principes qui s'imposent à tous aujourd'hui. Et que l'on soit de gauche, que l'on soit de droite, on ne peut pas renier la compétitivité, parce que renier la compétitivité, c'est renier l'emploi sur son territoire. Il était temps que François Hollande fasse cette déclaration. Non, ce n'est pas un tournant, c'est la reconnaissance de ce qui a été dit par Louis Gallois quelques semaines auparavant. Tous les commentateurs disent pourtant qu'il y a quelque chose de... Alors, ce n'est pas forcément un compliment, d'ailleurs, qu'il y a quelque chose de Blair ou de Schröder dans les propos de François Hollande. Oh, je n'irai pas jusque-là, parce que pour l'instant, je trouve que les avancées sont très timides. Salué pourtant par Mme Parisot, du MEDEF. Oui, mais bon, attendons encore quelques mois. Pourquoi je suis aussi prudent? Parce que d'abord, je me méfie toujours des déclarations qui ne sont pas suivies des faits. Pour l'instant, on est dans le déclaratif. C'est bien sympathique, le déclaratif. J'ai aussi entendu, il y a quelques semaines, un plan de compétitivité qui allait être extrêmement ambitieux, dont on n'a pas vu une ligne. On a l'habitude, avec François Hollande, des annonces et des lendemains qui déchantent, parce que les annonces n'ont pas d'effet, les annonces n'ont jamais de décision. Romain Masneau, pour RCF. Sur le fond, le crédit d'impôt de 20 milliards d'euros s'étalant sur 3 ans et allant jusqu'à 2 SMIC et demi, ça va dans le bon sens quand même, ou ça ne va pas assez loin? C'est très bien, c'est une très bonne initiative, mais alors, question, comment est-ce que ça va être financé? On n'a pas la réponse. Pour l'instant, il y aura un effort supplémentaire dans la réduction des dépenses publiques, la hausse de la TVA. Alors, quoi, concrètement? Voilà la vraie difficulté avec François Hollande. Le déclaratif, c'est formidable. Généralement, c'est bien, on sent que ça va dans la bonne direction. Et pourquoi ça va dans la bonne direction? Simplement parce que c'est des conseillers avisés qui lui soufflent les positions qu'il ne peut pas ne pas assumer. Pour la compétitivité, c'est Louis Gallois. Incontestablement, c'est lui qui rappelle à François Hollande ses obligations de président de la République, de faire en sorte que l'emploi soit attiré sur le territoire national. Voilà. Alors après, comment est-ce qu'il fait? Moi, j'entends depuis des semaines parler de réduction de la dépense publique. C'est très bien, mais concrètement, on commence par quoi? Les sous-préfectures. J'ai entendu dire qu'il y avait une commission pour pouvoir choisir les sous-préfectures qui allaient disparaître. Et puis immédiatement, nombre de levées de boucliers un peu partout en France, de surtout pas la mienne. C'est très bien. La réforme de la dépense publique, ça peut aussi passer par la réorganisation des niveaux d'administration. Et qu'est-ce que j'entends? J'entends que François Hollande décide de revenir sur le projet de loi que nous avions créé, qui consistait à fusionner les conseillers généraux et les conseillers régionaux en réduisant leur nombre. Tout cela pour faire aussi des économies et puis pour simplifier les niveaux d'administration. Alors donc c'est de la dépense supplémentaire. Et puis nous avions une très très bonne solution pour faire en sorte d'augmenter les recettes de l'État et de créer ce choc de compétitivité dont François Hollande avait parlé il y a quelques semaines et pour lesquels il n'avait donné aucune solution concrète. C'était la TVA compétitivité. 15 milliards d'euros qui rentraient directement dans les caisses de l'État pour financer la baisse des charges sociales qui pèsent sur les salaires. Résultat, rien. Plus exactement, une annulation pure et simple. Il en a fait une deuxième. Il a aussi annulé la mesure que nous avions prise qui permettait d'augmenter le pouvoir d'achat des Français qui travaillent plus pour aussi gagner plus, en l'occurrence la défiscalisation des heures supplémentaires. Ces deux mesures, il les a annulées dès le mois de juillet. Qu'est-ce que lui reprochait François Hollande à ces deux mesures? Il lui reprochait, 1, d'avoir été porté par Nicolas Sarkozy, 2, d'avoir été porté aussi par François Fillon. Laurent de Boissieu, La Croix. Vous êtes très prudent, très critique, donc vous n'iriez pas jusqu'à dire que la gauche française a quitté l'État-providence keynésien social-démocrate pour faire sa mue social-libérale. Ça, non. Pour vous, elle est très loin d'avoir accompli sa mue, mais extrêmement loin. Elle continue à embaucher à tout va, elle continue à faire des réductions de dépenses publiques, ou plus exactement à annoncer des réductions de dépenses publiques, mais on n'en voit pas la couleur. Et s'agissant de la compétitivité, on peut dire qu'elle a une stratégie qui, pour l'instant, reste très timide. Moi, j'attends les faits. Le président de la République dit tout de même une chose intéressante dans sa conférence de presse. Il dit on passe d'une politique de la demande, qui a toujours été la politique suivie en France, d'ailleurs, quels que soient les gouvernements, de droite comme de gauche, à une politique de l'offre. Est-ce que là, il n'y a pas tout de même, sur le plan économique, un vrai tournant? Oui, mais en même temps, ce n'est pas nouveau, c'est ce qui s'impose mondialement. Donc, personne n'est surpris. Évidemment qu'on est maintenant rentré uniquement dans une politique de l'offre. Parce que... de l'offre, pardon. Oui, simplement parce que la compétitivité est là. La compétition, elle n'est plus seulement nationale, la compétition, elle est mondiale. La nouveauté, c'est qu'il l'assume. Alors que la gauche française ne l'assumait pas. Oui, la nouveauté, c'est qu'il a accepté d'écouter ses conseillers.
Mais le François Hollande d'il y a 6 mois, 1 an, était désespérant. Absolument désespérant pour la France. Bon, il a été élu pour les raisons que j'ai rappelées tout à l'heure. C'est finalement pas lui qui a été élu, c'est une majorité à laquelle on a reproché les conditions économiques extraordinairement difficiles et la montée très importante du chômage. Il se retrouve aux responsabilités. Soit c'est la démocratie et c'est la légitimité de l'élection. Mais en même temps, soyons très honnêtes, sa mue, elle est très récente. Moi, j'attends de voir dans les faits comment elle va se traduire. Il n'y a aucune décision concrète des prises de position de François Hollande de ces dernières semaines. Le François Hollande, il y a 6 mois, était désespérant. Le François Hollande d'aujourd'hui, vous direz qu'il est quoi? Il parle, mais il n'agit pas. Est-ce qu'il peut commencer par agir? Est-ce qu'il peut être président? Vraiment? Est-ce qu'il peut décider? Est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut concerter? Est-ce qu'il peut rassembler? Est-ce qu'il peut porter le pays? C'est tout ce que je lui demande. C'est finalement pas beaucoup. Je lui demande d'être président de la République. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. J'ai du mal à distinguer certains points parce que la France subit incontestablement une concurrence internationale très forte. La gauche est quand même assez largement, je pense, contrairement à ce que vous dites, convertie à l'idée libérale. Et on peut très bien cumuler un État obèse, suradministré, avec une logique ultralibérale. On le voit très bien d'ailleurs. On le voit très bien, puisque vous avez une logique aujourd'hui d'austérité qui s'applique aux citoyens, tout en ayant encore beaucoup de fonctionnaires par rapport à d'autres pays européens. Donc, où est là? Nicolas Sarkozy a aussi augmenté les impôts. Vous voyez, je ne vois pas très bien où sont les clivages, finalement, de ce point de vue-là, du point de vue économique. Oh bah écoutez, il y a un clivage très important. Vous parlez des fonctionnaires. Et la marge de manœuvre, bien sûr. Oui, voilà, on parle des fonctionnaires, donc on parle de la masse salariale. Le système est extrêmement simple. Lorsque vous commencez à embaucher les fonctionnaires, vous ne les portez pas seulement pour 1 année ou pour 2 années, vous les portez pour toute leur carrière et pour toute leur vie, puisque dans le budget de l'État, il y a aussi le versement des pensions. Ça signifie que si vous voulez réduire vraiment le poids de l'État, eh bien vous commencez par réduire le nombre de fonctionnaires. C'est ce que Nicolas Sarkozy et François Fillon ont fait par le système de non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite. C'est la première fois, et la première fois c'était pour le budget 2012, que l'on a réduit le volume de la masse salariale public en France. C'était la première fois. Donc il y avait une vraie stratégie de réduction de la dépense publique. Ça, c'est une stratégie entre guillemets néolibérale. On ne parle pas de libéralisme, on n'en est vraiment pas là. Et puis est-ce que c'est souhaitable pour la France, qui est un pays qui est toujours ancré dans une démarche économique social-démocrate? Moi, je ne crois pas que le libéralisme à tout craint, ça soit vraiment la solution. En revanche, s'agissant des socialistes, on est exactement dans la démarche inverse. Aujourd'hui, on embauche des fonctionnaires. Aujourd'hui, on continue à parler de développement de services publics. Et aujourd'hui, on continue à dire que l'État peut tout faire. Eh bien, reconnaissons qu'on est à la fin d'un modèle et que l'État ne peut plus tout faire. Que l'État doit choisir ses missions, choisir ses responsabilités et décider de ne plus assumer certaines responsabilités. Mais ce discours bute sur les obligations européennes. Louis Dauphren, de Radio Notre-Dame. Ce discours bute sur les obligations européennes. L'État ne peut pas tout faire parce que justement, on est contraint à l'austérité budgétaire. Non. Aussi, c'est pas une question. C'est pas une question de buter sur l'austérité d'abord. C'est pas l'austérité budgétaire. Je rappelle que la logique de convergence européenne, s'agissant de l'établissement des budgets, c'est de laisser chaque pays choisir ses options, mais en même temps de le faire dans un cadre concerté s'agissant de la zone euro, pour faire en sorte de revenir à un déficit qui soit inférieur à celui fixé par l'accord de Maastricht et surtout qui s'approche le plus possible de 0%. Ça a été tout l'objet du traité que l'on vient de ratifier par un vote très important à l'Assemblée nationale. On va enfin tendre à un zéro déficit. Ça faisait des années que beaucoup d'entre nous le souhaitaient. Et maintenant, ce vœu pieux va devenir ce qu'on va appeler un rêve réaliste. Tant mieux que ce rêve soit réalisé. Mais en même temps, chaque pays détermine ses options, détermine ses choix. Encore faut-il, comme vous le disiez, qu'il ait des marges de manœuvre. Comment est-ce qu'on a des marges de manœuvre? En n'embauchant pas, en n'investissant pas dans tous les sens, en ayant une stratégie. Pour l'instant, il y a une majorité qui n'a pas de stratégie aussi. Elle a une majorité, une stratégie plus exactement. C'est qu'elle veut faire plaisir à ses électeurs. Qu'elle arrête de faire plaisir à ses électeurs. Embaucher dans l'éducation nationale, c'est faire plaisir à ses électeurs. Moi, je lui dis d'être responsable, d'être raisonnable. Ça veut dire d'avoir une vraie réflexion sur l'embauche dans les services publics. Ça veut dire de maintenir le principe de réduction de la voilure s'agissant de la dépense publique et en commençant par réduire le nombre de fonctionnaires. Ce qui signifie qu'on maintient le principe du 1 sur 2, voire on va plus loin sur le principe du 1 sur 2. Est-ce que vous avez le sentiment que le vote des immigrés aux élections locales est une réforme qui est enterrée? Je ne sais pas s'il est enterré, en tout cas c'est une réforme qui ne passe pas dans l'opinion, incontestablement. Les Français ne veulent pas entendre parler du vote
des étrangers aux élections locales, comme évidemment aux élections nationales. Il y a une raison à cela, c'est que le vote procède de la nationalité. Il y a un lien extrêmement important entre la nationalité et le vote. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est déjà plus le cas pour les ressortissants de l'Union européenne. Oui, mais c'est un cas très particulier. On a choisi d'avoir une Europe la plus intégrée possible. On a choisi d'avoir une Europe la plus intégrée possible. Nous avons des accords, nous avons des institutions européennes. On a fixé le principe avec un certain nombre d'États d'aller dans le même sens, de grandir de la même façon, à des rythmes différents. Mais bref, on a fondé une forme d'union. Ce n'est pas un fédéralisme, c'est une union économique, une union monétaire pour certains, de telle sorte qu'on puisse grandir ensemble. Là n'est pas la question avec les autres pays du monde, chacun en convient. Il y a donc une différence majeure entre les ressortissants de l'Union européenne et tous les autres citoyens du monde. Historiquement, on peut se sentir plus proche d'un Algérien ou d'un Québécois que d'un Letton ou d'un Bulgare. J'ai rien contre les Lettons et les Bulgares, c'est un exemple. J'ai bien compris, mais est-ce que les États décident de fonctionner ensemble ? Est-ce qu'il y a un accord franco-canadien qui est aussi puissant que l'accord qui lie la France et l'Union européenne? La réponse est non. Du Québec et non pas du Canada. Je sais bien, mais moi je parle de l'État fédéral qu'est le Canada. On aura compris que vous, personnellement, vous n'aiderez pas la majorité à avoir la majorité des 3/5. Non, mais jamais de la vie. Eh bien, au contraire, je ferai tout pour. Le contraire. De telle sorte qu'on puisse vraiment rester sur ce lien très fort. Élection, nationalité. Moi, je ne remets pas en cause, en revanche, le vote des citoyens de l'Union européenne aux élections. Je pense que c'est une bonne avancée, que c'est une avancée qui aussi a engagé la réciprocité. Moi, je ne suis pas très certain que sur ces questions de vote des étrangers, il y ait une réciprocité systématique. Il manque une trentaine de députés de droite, enfin des parlementaires en tout, pour avoir la majorité des 3/5 et faire passer cette réforme au Congrès. Est-ce que vous pensez que la majorité de gauche va trouver à droite et au centre l'appui nécessaire pour que ça passe parmi vos collègues? Moi, je crois qu'il y a surtout énormément de membres de la majorité actuelle qui ne voteront pas une telle réforme. Et que la vraie difficulté de la majorité actuelle, c'est d'avoir une majorité solidifiée tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Et on voit bien, avec les quelques décisions qui ont été prises par le Sénat, refusant des projets présentés par la majorité, que la majorité actuelle est quand même dans une situation extrêmement inconfortable, notamment au Sénat. Question de Louis Dauphren. Vous jouez les réacs sur ce sujet, mais en fait, ce n'est pas un sujet, Jérôme Chartier, puisque ce qui compte, ce sont les critères de la nationalité qui comptent. Comment ? Ce sont les critères d'obtention de la nationalité qui comptent. C'est-à-dire ? C'est pas le vote des étrangers. Tout le monde sait que le vote des étrangers, aujourd'hui, c'est une question qui est secondaire par rapport au fait d'obtenir la nationalité qui vous fait voter automatiquement. Non, mais je ne suis absolument pas d'accord avec ça. La question du vote des étrangers n'est absolument pas secondaire. Elle est centrale. Elle revient après 15 ans d'un débat où on en parlait quasiment plus. Non, d'abord, elle ne revient pas après 15 ans, c'est pas la vérité. Elle revient après, grosso modo, 30 à 31 ans, puisque c'est en 1981 qu'elle rentre dans le débat. Nicolas Sarkozy était même favorable à ça. Il a été favorable. Il a été un temps favorable. Ouais. Et on a eu de nombreuses discussions au sein de la majorité sur cette question. Pourquoi ? Parce que nous avons un désaccord profond au sein de cette majorité. Et j'observe aujourd'hui que Nicolas Sarkozy s'est rallié à la position majoritaire, notamment au sein de l'UMP, de refuser le vote des étrangers. Le vote procède de la nationalité. Et après, en revanche, je suis d'accord avec vous, vous avez la question qui concerne l'obtention de la nationalité française. Je vous rappelle que nous avions durci les conditions d'obtention de la nationalité française et que ça me semblait nécessaire que ce durcissement soit maintenu. Et j'apprends que les socialistes ont décidé de l'alléger. Ça veut dire que vous ne serez plus obligé de parler français, je dirais un français convenable, pour obtenir la nationalité française. Donc c'est un faux débat, le vote des étrangers? Non, c'est pas un faux débat. C'est un débat qui avez la nationalité. Mais non, c'est un débat qui est parfaitement central. D'abord, la nationalité. Vous pouvez ne pas remplir les conditions pour pouvoir l'obtenir, au bout de 10 ans de présence sur le territoire national, et puis vous pouvez aussi ne pas la souhaiter. Et donc, vous ne souhaiteriez pas la nationalité française, mais en même temps, de plein droit, vous pourriez voter aux élections françaises? Certainement pas. Alors, nous allons marquer notre deuxième pause, et on se retrouve dans quelques instants, et on parlera du gaz de schiste. Retour sur le plateau de KTO pour ce Face aux chrétiens. Notre invité cette semaine est Jérôme Chartier, porte-parole de François Fillon dans la course à la présidence à l'UMP. Pour vous interroger cette semaine, Laurent de Boissieu pour le journal La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Mazneau pour RCF. On a eu une information assez étonnante cette semaine. Les États-Unis pourraient devenir autosuffisants sur le plan énergétique grâce au gaz de schiste. Et nous, en France, François Hollande l'a rappelé lors de sa conférence de presse, on s'en tient à la loi qui a été votée, pas d'exploitation du gaz de schiste, on fait éventuellement des recherches et on attend
de trouver un moyen d'explorer et d'extraire ces gaz de schiste sans toucher à la nappe phréatique. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est bien de continuer à faire des recherches. Je pense qu'il faut qu'on trouve des solutions. Si on a des réserves de gaz de schiste, c'est important de voir de quelle façon est-ce qu'on peut les exploiter sans en même temps atteindre l'environnement, atteindre notamment les questions de nappe phréatique, qui sont des questions centrales. Mais je crois qu'il faut, oui, travailler sur ces réserves et sur les moyens de les exploiter. Ça me semble très important. Ce qui a été dit sur les États-Unis est central, et n'est pas central seulement par rapport à la richesse des États-Unis, est central par rapport aux questions de géopolitique. Je m'explique. Aujourd'hui, les Américains sont l'une des nations à l'arsenal militaire le plus important. Cet arsenal militaire est mis à contribution, on le voit en Afghanistan, mais aussi dans le Golfe Persique, pour protéger les transports maritimes d'origine pétrolière ou gazière, les routes. Ça vaut pour, bien sûr, l'approvisionnement américain, mais pas seulement. Ça vaut finalement pour l'approvisionnement mondial. Des États-Unis totalement autonomes en termes de ressources énergétiques, que font-ils? Que font-ils? Est-ce qu'ils restent dans le Golfe? Est-ce qu'ils ne restent pas dans le Golfe? Et si vous voulez mieux comprendre les raisons pour lesquelles un pays comme le Qatar cherche à avoir davantage d'amis, et notamment des amis français, eh bien, réfléchissez simplement à l'aune de cette possible autonomie énergétique complète des États-Unis d'Amérique. Question de Laurent de Boissieu-Lacroix. Vous parliez tout à l'heure de réduire la voilure des dépenses de l'État, et il y a des dépenses qui sont particulièrement symboliques, ce sont celles de l'Élysée, dont vous êtes personnellement saisi. Est-ce que un président normal peut avoir des dépenses normales? Mais non, il ne peut pas avoir des dépenses normales, et puis il n'en est pas question. Alors j'ai voulu prendre ce budget cette année pour régler, on va dire, quelques histoires qui ne m'avaient pas plu sous la mandature précédente, celle de Nicolas Sarkozy en l'occurrence. Donc j'ai remis quelques points sur les i, de telle sorte que l'on puisse, je dirais, avoir un regard davantage neutre, objectif, enfin, plus exactement sincère. Goethe disait « Je ne puis promettre d'être sincère, mais non d'être impartial ». Et moi, je m'astreins à cette maxime. Je ne serai jamais impartial. Mais en revanche, je peux être sincère. J'ai cherché à être sincère dans ce rapport. Et bien sûr, on ne peut pas être un président normal. Et c'est surtout ce que j'ai voulu combattre dans ce rapport, en disant qu'un président de la République, ce n'était pas quelqu'un de normal. C'est quelqu'un qui devait être protégé, puisque nous sommes la 5e puissance mondiale et que le chef de l'État de la 5e puissance mondiale est quelqu'un qui forcément est la cible de terroristes, la cible de déséquilibrés, et donc par conséquent, c'est quelqu'un qui doit être protégé et qui doit avoir une famille protégée. Alors vous dites une chose assez étonnante, vous dites que prendre le train plutôt que l'avion, ça coûte plus cher, parce que l'avion reste sur le tarmac, mais il faut bien que les pilotes s'entraînent, donc en fait on le fait voler à vide. Alors, tout simplement. Donc c'est totalement stupide, mais chacun sait, lorsqu'on est un peu intéressé par les questions aéronautiques, qu'un avion, lorsqu'il reste à terre, il coûte de l'argent. Lorsqu'il vole, il est amortissable, c'est-à-dire qu'il peut être amorti. Voilà comment ça fonctionne. Donc cet avion, oui, il doit voler. Il doit voler au profit de tous les membres du gouvernement. Et donc, plus il volera, et moins il coûtera cher à l'État français. Et donc là, en l'occurrence, M. Hollande qui prend la décision d'être un président normal et qui prend le train plutôt que son avion, coûte très cher à l'État français, puisqu'il paye 2 fois. Il paye à la fois en laissant l'avion au sol, et puis il paye en prenant le train. Alors René Dosière, qui est un grand spécialiste aussi des dépenses de l'Élysée, dit qu'en 2013, les dépenses auront baissé de 4,2%. Vous arrivez au même chiffre ? Surtout, ce que je regrette, c'est d'observer que lorsqu'on passe de l'opposition à la majorité, on devient subitement idolâtre. Je pense qu'il faut garder de la réserve et qu'il faut toujours avoir ce regard le plus sincère possible sur des dépenses. Alors, il y a des dépenses qui baissent effectivement à l'Élysée, mais qui sont des petites dépenses, qui sont des dépenses de gestion courante. Mais les grosses dépenses... Il n'y a plus de sondage déjà, hein. Oui, enfin, plus exactement, les sondages maintenant, c'est le service... C'était pas rien, les sondages, oui, quand mais même, c'est surtout le service... Nicolas Sarkozy. Allez, soyons francs, c'est surtout le service d'information du gouvernement qui va le faire. Alors, qu'est-ce que va faire l'Élysée? Il va décrocher son téléphone, il va appeler le directeur du service d'information du gouvernement pour passer la commande. Ça veut dire tout simplement qu'on a débudgétisé les sondages. Voilà la vérité. Donc, c'est ce que j'appelle de la baisse fictive. Alors, on arrive au terme de cette émission. Dernier sujet, le mariage homosexuel. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Connaître votre position sur la question, sachant que ce week-end, il y a des manifestations destinées à s'opposer à ce projet de loi. Est-ce que l'UMP a une bonne occasion ici de se faire entendre sur un terrain sociétal et de marquer sa différence avec la gauche? Est-ce que l'UMP va manifester? Excusez-moi. Est-ce que vous allez manifester? Oui, c'est... Non, mais alors, c'est une question qu'on peut se poser.
si vous m'autorisez, et si je puis sortir de mon rôle de porte-parole de François Fillon, j'aimerais bien sur cette question vous répondre personnellement, vous dire ce que je pense. La question du mariage, elle se pose comment? Pourquoi est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on se marie par amour? Moi, je souhaite qu'on se marie par amour. Mais est-ce qu'on se marie parce qu'on s'aime? Non. On ne se marie pas parce qu'on s'aime. Si on s'aime, on peut vivre ensemble, sans difficulté. On peut signer un pacte, pas de difficulté. Mais si on se marie parce qu'on s'aime, mais on se marie aussi parce qu'on a envie de fonder une famille, de former une famille. C'est ça l'objectif du mariage. C'est de fonder une famille, de se rassembler, de construire, de s'unir, de créer des droits. Un mariage, ça crée des droits, et tout cela pour la famille. Alors si je suis opposé au mariage homosexuel, c'est pas que je renie la question que deux hommes puissent s'aimer, que deux femmes puissent s'aimer. Ils peuvent s'aimer. Le pacte, ça a été créé pour ça, pour créer un statut juridique pour que deux personnes du même sexe puissent s'aimer. Et d'ailleurs, pour créer un statut juridique, pour aussi régler d'autres questions, mais qui étaient, on va dire, des questions un peu périphériques à la question de l'amour de deux personnes du même sexe. Voilà ce à quoi le Pacs a répondu. Et pour cela, eh bien, je trouve que l'expérience est bonne. Et moi, en tout cas, j'étais favorable. Que l'on renforce les conditions du Pacs, c'est très bien. Que l'on mette une cérémonie au Pacs, allez, je veux dire, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas embêté par la question cérémonielle. En revanche, le mariage, qui est quand même une institution millénaire, c'est pour créer une famille. Créer une famille, ça signifie, et dans ce cas-là, on lit l'affaire, évidemment, pouvoir adopter des enfants. Je ne souhaite pas qu'un couple homosexuel adopte des enfants. Je ne le souhaite pas pour des questions de filiation. Qui est mon père? Qui est ma mère? D'où je viens? Qui suis-je? C'est des questions essentielles. Est-ce que, franchement, on peut répondre à ces questions essentielles entre la poire et le fromage? C'est-à-dire, en décidant comme ça, pour faire plaisir à tout un tas de soutiens politiques, de trancher aussi rapidement une affaire que celle du mariage et de l'adoption. Enfin, mais c'est fondamental. Alors, est-ce que vous c'est central. Publiquement dans Écoutez, la rue? Est-ce que cette émission, j'ai une question à vous poser, est-ce que cette émission est publique? Je voudrais que vous me répondiez cette question. Est-ce qu'elle est publique? Est-ce que vous irez manifester? Est-ce que une émission et une manifestation? Oui, mais après, si vous voulez, je sais bien que c'est différent. La seule question, c'est une question toute bête d'une campagne qui est celle aujourd'hui de François Fillon. En l'occurrence, samedi, on sera en Vendée, on sera en déplacement avec François Fillon. Est-ce que physiquement, je vais pouvoir être à Paris? Non. Est-ce que François Fillon aura l'un de ses proches qui sera à Paris? Réponse oui, ça sera Gérard Larcher. Il sera effectivement à Paris pour pouvoir faire part de la position de François Fillon s'agissant du mariage homosexuel et de l'adoption. Jérôme Chartier, est-ce que vous incitez les élus à se mobiliser, parce que le succès peut-être de l'échec du projet de loi, si je peux employer ces deux termes opposés, repose peut-être dans l'initiative que prendront les élus et pas forcément la base, les manifestants? Alors je vais vous dire, moi j'incite surtout les élus à s'exprimer comme je viens de le faire. J'incite les élus à être très clairs, à s'engager, à dire ce qu'ils pensent. Ça, j'incite tous les élus, j'incite tous les Français à le faire. Je veux qu'il y ait un débat. D'ailleurs, j'ajoute que François Fillon, c'est l'une de ses propositions, a dit que s'il était élu président de l'UMP, il créerait un large débat sur la famille, sur l'adoption, sur le mariage homosexuel. C'est un débat qui est absolument central. C'est nécessaire. On ne peut pas passer à côté du débat en votant une loi. Pareil, c'est absolument inimaginable en France. Et je vais aller plus loin. Même si cette loi est votée, alors là, ça serait l'horreur, le débat aurait lieu après le vote de la loi. Alors, pitié qu'on attende le vote de la loi, qu'on débatte avant très largement, qu'on discute, et puis qu'on décide. Mais ce que j'observe, c'est qu'à mesure que l'on discute, les Français sont de moins en moins favorables au mariage homosexuel. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent l'enjeu du mariage, peut-être un peu comme je viens de vous l'expliquer, parce qu'ils comprennent que le mariage, c'est pas une farce, c'est pas une blague, c'est une vraie histoire, c'est une histoire qui crée des droits, c'est une histoire pour la famille. Et il faut bien faire, je le redis, la distinction entre la question de l'amour et la question du mariage. Et c'est la raison pour laquelle je distingue bien l'amour et le mariage. On se marie parce qu'on s'aime, mais on peut aussi s'aimer sans se marier. Merci Jérôme Chartier.
fin de cette émission. En matière de sondage, on a un dernier sondage de Valeurs Actuelles qui a été publié ce matin et qui montre qu'effectivement, il y a 61% des Français qui sont favorables au mariage, mais vous avez raison, il n'en a que 48% qui sont favorables à l'adoption par des couples homosexuels. C'est la fin de ce Face aux chrétiens. Merci à tous. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, même heure, avec Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la République.